Beaucoup de personnes passent des années à essayer de se sentir mieux. Elles lisent des livres, écoutent des conseils, changent leur routine, essaient de contrôler l'anxiété, de retrouver de la clarté, de trouver la paix. Et pourtant, elles continuent à se sentir fatiguées à l'intérieur. Elles sentent l'esprit lourd, le cœur agité. Et cette sensation de vivre en luttant contre tout ne disparaît pas. Pas parce qu'elles sont faibles, ni parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que personne ne leur a appris qu'une vie plus stable ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la manière dont vous entraînez votre esprit. C'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Épictète enseignait la liberté intérieure alors qu'il était esclave. Marc Aurèle gouvernait un empire et malgré cela écrivait chaque jour pour renforcer son propre esprit. Sénèque a affronté le pouvoir, l'exil et la perte, et il a cherché la sérénité au milieu de tout cela. Ce qui unissait ces hommes n'était pas une vie facile. C'était un esprit entraîné, et c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Pas des théories abstraites, ni des promesses vides, mais 10 habitudes stoïciennes qui peuvent changer la manière dont vous pensez, dont vous réagissez et dont vous affrontez la vie. Des habitudes qui vous aident à arrêter de gaspiller de l'énergie avec ce que vous ne contrôlez pas, à retrouver de la clarté au milieu de l'excès, à agir avec plus de fermeté, à mieux supporter la douleur et à vivre avec plus de présence, plus de direction et plus de force intérieure. Parce qu'au fond, votre paix ne dépend pas d'un monde sans problème, elle dépend de la personne que vous êtes en train de devenir face à eux. Et si vous pratiquez ce que vous allez entendre ici avec constance, quelque chose commence à changer. D'abord dans votre manière de penser, ensuite dans votre manière d'agir, et alors, presque sans vous en rendre compte, dans toute votre vie. Restez jusqu'à la fin parce que ces habitudes ne servent pas seulement à vous inspirer pendant quelques minutes, elles servent à vous transformer de l'intérieur. Habitude 1. Séparez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous. Épictète a commencé ses enseignements par une idée qui semble simple, mais qui peut demander toute une vie pour être réellement comprise. Il disait « Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Sont sous votre contrôle vos opinions, vos choix, vos impulsions et vos désirs. Mais le corps, la réputation, la position sociale, la richesse et le comportement des autres personnes, souvent, ne le sont pas. » Cette distinction paraît petite, mais lorsque vous commencez à regarder votre propre vie avec honnêteté, vous remarquez quelque chose d'inconfortable. Une grande partie de la souffrance humaine naît exactement de la confusion entre ces deux choses. Nous dépensons une quantité énorme d'énergie à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre nos mains. Réfléchissez calmement. Combien de fois perdez-vous du temps à imaginer ce que les autres pensent de vous? Combien de fois votre humeur change à cause d'un message qui n'arrive pas, d'une attitude que vous aimeriez différente, de quelque chose que quelqu'un a fait ou n'a pas fait? Sans vous en rendre compte, vous commencez à lutter contre des choses qui n'obéissent tout simplement pas à votre volonté. Vous essayez de contrôler la circulation, vous essayez de contrôler le passé, vous essayez de contrôler les décisions des autres, vous essayez de contrôler des scénarios qui existent seulement dans votre imagination. Pendant ce temps, la seule chose qui pourrait réellement changer votre expérience de la vie, la manière dont vous répondez, finit par être négligée. C'est pour cela que tant de personnes vivent émotionnellement fatiguées. Non pas parce que la vie est toujours insupportable, mais parce qu'elles se battent dans des batailles qu'elles ne pourraient jamais gagner. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Ils ont compris que la liberté intérieure commence lorsque vous cessez d'essayer de gouverner ce qui n'a jamais été sous votre domination. Et c'est la première habitude qui change tout. Avant de réagir, avant de vous inquiéter, avant de laisser quelque chose envahir votre esprit, posez une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, alors agissez. Prenez vos responsabilités et faites ce qui est à votre portée avec clarté et courage. Mais si la réponse est non, alors lâchez prise. Pas avec une indifférence amère, lâchez prise avec intelligence. Parce que dépenser de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est comme essayer de retenir la pluie avec les mains. Vous vous fatiguez seulement, mais rien ne change. Quand vous comprenez vraiment cela, votre énergie cesse de se disperser dans 1000 directions. Elle revient là où elle produit réellement des résultats. Vos choix, vos attitudes, votre posture face à la vie. Ce n'est pas de la passivité, c'est agir avec précision.
C'est arrêter de tirer des flèches dans l'obscurité et commencer à viser exactement là où il y a une cible. Essayez de pratiquer cela pendant quelques jours. Faites attention à vos inquiétudes, à vos réactions, aux pensées qui occupent votre esprit. Vous allez probablement remarquer quelque chose de surprenant. Une grande partie de la tension que vous portez vient de choses qui n'ont jamais été sous votre commandement. Et lorsque cette séparation devient claire, le changement est immédiat. Vous sentez votre esprit plus léger, vos décisions deviennent plus fermes et votre énergie revient là où elle aurait toujours dû être, entre vos mains. Parce qu'au moment où vous apprenez à distinguer ce qui dépend de vous, vous récupérez quelque chose que beaucoup de gens ont perdu sans s'en rendre compte, le pouvoir de conduire leur propre vie. Habitude 2. Pratiquez la visualisation négative. À première vue, cette idée peut sembler étrange. Pendant des années, on nous a appris que penser à des possibilités difficiles serait quelque chose de négatif, comme si regarder la perte était dangereux. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de profondément humain. Nous ne percevons la véritable valeur des choses que lorsque nous nous rappelons qu'elles ne sont pas garanties. Cet exercice est devenu connu sous le nom de visualisation négative. Et malgré son nom, il n'a pas été créé pour générer de la peur, mais pour éveiller la conscience. L'idée est simple. De temps en temps, arrêtez-vous un instant et imaginez que quelque chose qui fait aujourd'hui partie de votre vie pourrait ne plus être là. Pas de manière dramatique ni obsessionnelle, seulement comme un bref moment de lucidité. Pensez que la personne que vous aimez peut un jour ne plus être à vos côtés, que le travail qui aujourd'hui semble stable peut se terminer, que la santé qui vous permet de marcher, de respirer et de vous déplacer librement peut changer. Ce n'est pas pour créer de l'angoisse, c'est pour réveiller votre perception, parce que l'être humain s'habitue trop vite à ce qui devrait continuer à être extraordinaire. Nous sommes des machines d'adaptation. Quelque chose de merveilleux arrive, vous obtenez quelque chose d'important, et peu de temps après, ce qui semblait auparavant un cadeau commence à être traité comme quelque chose de commun. La maison qui était un jour un rêve devient simplement la maison. La relation qui semblait un miracle devient routine. La santé qui soutient tous vos jours passe inaperçue. Et lorsque quelque chose cesse d'être perçu comme un cadeau, cela commence à être traité comme quelque chose de garanti. C'est à ce moment-là que l'esprit devient ingrat, sans même s'en rendre compte. Sénèque a laissé une réflexion puissante à ce sujet. Il rappelait que beaucoup des choses qui font aujourd'hui partie de votre vie ont déjà été, un jour, un motif de désir ou de prière. Il fut un temps où vous vouliez exactement ce que vous traitez aujourd'hui comme quelque chose de normal. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec honnêteté. Combien de choses qui semblent aujourd'hui ordinaires ont déjà été, à un moment de votre vie, profondément désirées? Cette question change la manière dont vous regardez le présent. Parce que lorsque vous imaginez que vous pourriez perdre quelque chose, vous recommencez à voir la valeur qui était cachée par la routine. Lorsque vous vous souvenez que cette personne peut ne pas être là pour toujours, vous écoutez avec plus d'attention. Lorsque vous vous souvenez que votre santé n'est pas éternelle, chaque pas prend un sens. Lorsque vous comprenez que rien n'est garanti, même les moments simples commencent à avoir du poids. Ce n'est pas du pessimisme, c'est agir avec lucidité. Les stoïciens savaient que celui qui vit comme si tout était permanent finit par vivre distrait. Mais celui qui se rappelle que tout est temporaire commence à vivre avec présence. C'est pour cela qu'ils pratiquaient cet exercice comme un entraînement de la conscience. Chaque matin, pensez à 3 choses qui font partie de votre vie aujourd'hui et qui pourraient, à un moment donné, cesser d'exister. Ne faites pas cela avec angoisse, faites-le avec respect pour la vie. Regardez ces choses pour ce qu'elles sont réellement, des cadeaux. Parce que lorsque vous apprenez à voir la valeur de ce que vous avez déjà, quelque chose de puissant se produit à l'intérieur de vous. La plainte perd de l'espace, la gratitude apparaît et soudain, la vie qui semblait auparavant ordinaire commence à révéler la richesse qui a toujours été là. C'est le véritable objectif de la visualisation négative. Ne pas vous apprendre à craindre la perte, mais vous apprendre à valoriser profondément ce qui est déjà entre vos mains. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous cessez d'attendre que la vie apporte davantage pour vous sentir reconnaissant. Vous découvrez qu'il existe déjà beaucoup de choses pour lesquelles il vaut la peine de vivre aujourd'hui. Habitude 3. Agissez selon la vertu.
pas selon votre humeur. Aujourd'hui, il y a une idée qu'on entend partout. Suivez vos émotions. Si vous n'êtes pas motivé, attendez. Si vous n'en avez pas envie, remettez à plus tard. Si vous n'êtes pas inspiré, laissez cela pour après. Cela semble raisonnable parce que nous avons tous déjà ressenti à quel point il est difficile d'agir lorsque la journée commence lourde ou lorsque l'esprit est fatigué. Mais il y a un problème silencieux dans cette logique. Si vous agissez seulement lorsque vous vous sentez bien, toute votre vie commence à dépendre de quelque chose qui change tout le temps, votre état émotionnel. Un jour, vous vous réveillez plein d'énergie, confiant. Vous commencez des projets, vous faites des plans. Le lendemain, vous vous réveillez sans élan. Vous commencez à douter de tout et vous abandonnez ce que vous avez commencé. Vous voyez ce qui se passe? Votre direction change avec votre humeur. Et c'est exactement ici que les stoïciens proposaient une idée beaucoup plus solide. Pour eux, l'objectif de la vie n'était pas de poursuivre le confort émotionnel. L'objectif était de vivre selon la vertu. Et la vertu, pour les stoïciens, n'était pas une idée abstraite. C'était un ensemble très clair de principes qui orientaient les actions d'une personne. 4 piliers simples. La sagesse pour voir la réalité telle qu'elle est. La justice pour agir correctement avec les autres. Le courage pour faire ce qui doit être fait, même lorsqu'il y a de la peur. La tempérance pour ne pas devenir esclave de ses propres impulsions. Ces 4 principes fonctionnaient comme une boussole, parce que lorsque vous savez qui vous voulez être, vous n'avez pas besoin d'attendre d'en avoir envie pour agir. Pensez à quelque chose de simple et réel. Imaginez que vous avez décidé de mieux prendre soin de votre santé. Si cela dépend de votre humeur, vous allez seulement vous entraîner les jours où vous vous réveillez motivé. Mais si cela dépend de la valeur que vous avez décidé de vivre, la discipline et le soin de vous-même, vous vous entraînez même lorsque l'envie n'apparaît pas. C'est ici que beaucoup de choses commencent à changer. La plupart des gens essaient de se sentir bien d'abord pour ensuite agir. Mais ceux qui évoluent vraiment font l'inverse. Ils agissent correctement d'abord et laissent l'humeur s'ajuster ensuite. Marc Aurèle a écrit quelque chose de puissant dans son journal. Il s'est dit à lui-même « Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi, tu as un travail à accomplir en tant qu'être humain. » Remarquez la force de cela. Il n'a pas écrit « Attends de te sentir motivé ». Il a écrit « Lève-toi et fais ce qui est juste ». Marc Aurèle était empereur de Rome. Il faisait face à des guerres, à des crises politiques et à des épidémies. Malgré cela, il se rappelait quelque chose de simple. Accomplir son devoir ne dépend pas de son humeur. Cette idée change complètement la manière dont vous vivez. Lorsque vos actions dépendent de votre état émotionnel, vous vivez tiré d'un côté et de l'autre par votre propre biologie. Mais lorsque vos actions sont guidées par des valeurs, vous devenez stable. Vous commencez à agir avec constance et vous remarquez quelque chose de profondément libérateur. Vous n'avez pas besoin de vous sentir parfait pour agir correctement. Vous avez seulement besoin de décider qui vous voulez être. Peut-être que c'est l'une des questions les plus puissantes que vous pouvez vous poser chaque matin. Comment est-ce que je veux agir aujourd'hui, indépendamment de ce que je ressens? Lorsque cette question commence à guider vos décisions, vous cessez de vivre en réagissant à vos sentiments et vous commencez à vivre selon ce en quoi vous croyez. C'est à ce moment-là qu'une forme silencieuse de liberté apparaît. La liberté d'agir correctement, même lorsque la journée est difficile. La liberté de continuer même lorsque la motivation disparaît. Et peu à peu, vous remarquez quelque chose que peu de personnes comprennent réellement. La discipline ne naît pas de la motivation. La discipline naît de l'identité. Lorsque vous décidez de vivre avec sagesse, justice, courage et tempérance, vos actions cessent d'être un reflet de votre humeur. Elles deviennent un reflet de votre caractère, et lorsque cela arrive, votre vie gagne quelque chose que presque rien ne peut renverser. Une direction. Habitude 4. Méditer sur la mort. Parmi toutes les pratiques stoïciennes, celle-ci est peut-être celle qui provoque le plus d'inconfort. Penser à la mort peut sembler pesant, quelque chose que nous devrions éviter. Mais les stoïciens, ne voyant pas la mort comme quelque chose de sombre, mais comme un outil de lucidité. Memento mori signifie simplement « Souvenez-vous que vous allez mourir ». Non comme une menace, ni comme une raison d'avoir peur, mais comme un rappel puissant que le temps qui vous a été donné est limité, et précisément pour cela, précieux. Quand cette vérité entre réellement dans la conscience, quelque chose change rapidement.
Vos priorités se réorganisent. La discussion banale qui semblait si importante perd du poids. Le ressentiment que vous portiez commence à sembler un fardeau inutile. Parce que lorsque vous réalisez que le temps est fini, vous commencez à voir avec clarté ce qui mérite vraiment votre énergie. Marc Aurèle écrivait souvent sur la mort dans ses méditations, non pour s'attrister, mais pour garder l'esprit lucide. Il se rappelait que même les grands empereurs, les généraux et les figures puissantes du passé ont fini de la même manière, poussière et oubli. Et alors il se posait une question directe. Si même eux ont disparu, qu'est-ce qui justifie de gaspiller autant de temps avec des choses triviales? Cette réflexion a un effet libérateur. Quand vous acceptez que le temps est limité, vous cessez de vivre comme si vous aviez une éternité devant vous. Vous cessez de remettre à plus tard les conversations importantes. Vous cessez d'attendre le moment parfait qui peut-être ne viendra jamais. Vous trouvez le courage de dire ce qui doit être dit, de montrer ce que vous ressentez, d'agir dans la direction de la vie que vous voulez réellement vivre. Et peut-être le plus important, vous commencez à protéger votre temps avec plus de soin, parce qu'en comprenant que votre existence est limitée, gaspiller une matinée entière prisonnier de rancune, d'inquiétudes vides ou de comparaisons inutiles commence à sembler beaucoup trop cher. Cette habitude est simple à mettre en pratique. Une fois par jour pendant quelques minutes, rappelez-vous que vous êtes mortel. Rappelez-vous que ce jour, cette conversation, cette opportunité devant vous ne sont pas infinies. Ne faites pas cela pour vous paralyser. Faites-le pour vous réveiller. Parce que lorsque vous comprenez profondément que le temps est limité, vous commencez à vivre de façon plus délibérée. Vous choisissez mieux où placer votre énergie. Vous valorisez davantage les personnes qui comptent vraiment. Vous agissez plus. Vous remettez moins à plus tard. Et c'est exactement le tournant que les stoïciens voulaient provoquer. Penser à la mort ne diminue pas la vie. Penser à la mort remet la vie à sa juste place. Memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir et précisément pour cela, décidez de vivre d'une manière qui donne de la valeur au temps. Habitude 5. Contrôlez le jugement, pas les faits. Épictète a laissé une idée si simple que, lorsque vous la comprenez vraiment, vous commencez à voir la vie avec d'autres yeux. Il a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cette phrase décrit quelque chose de très concret dans la vie. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. L'une passe des mois prisonnière du sentiment d'échec, commence à croire qu'elle a perdu sa valeur et sent que sa vie a déraillé. L'autre ressent l'impact, bien sûr, mais après quelques jours commence à se demander « Qu'est-ce que je peux construire à partir de cela ?» Le fait a été le même, la douleur initiale aussi. Ce qui a changé a été l'interprétation. La même chose se produit avec les critiques. Une personne passe des jours à ruminer chaque mot, imaginant des jugements et créant des histoires dans sa propre tête. Une autre écoute, sépare ce qui peut servir d'apprentissage, rejette le reste et continue d'avancer. Les mots ont été les mêmes, le jugement a été différent. Les stoïciens ont perçu quelque chose de puissant dans l'esprit humain. Entre ce qui arrive et votre réaction, il existe un petit espace. Et dans cet espace habite votre liberté. Quand vous ne percevez pas cet espace, vous vivez en réagissant automatiquement. Toute frustration devient révolte, toute critique devient offense, tout retard semble un désastre. Mais lorsque vous commencez à voir cet intervalle, vous cessez de réagir par impulsion et vous commencez à répondre avec conscience. Cela ne signifie pas faire semblant que la douleur n'existe pas, les déceptions existent, les frustrations existent. Ce qui change, c'est le sens que vous leur donnez. C'est pourquoi l'habitude centrale ici est de développer une pause. Quand quelque chose vous touche émotionnellement, posez-vous une question simple avant de réagir. Est-ce que je vois cette situation avec clarté ou est-ce que j'amplifie le problème dans ma tête? Une autre question puissante est « Comment une personne sage verrait-elle cela ?» Ces questions semblent petites, mais elles vous font réfléchir avant la réaction. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, a décrit cette même idée avec une clarté impressionnante. Il a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Frankl a découvert cela dans les conditions les plus extrêmes imaginables.
On lui a presque tout pris, maison, famille, sécurité, mais il restait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. La liberté de choisir son attitude face à ce qui se passait. Et cette idée rend quelque chose que beaucoup de personnes croient avoir perdu, le contrôle intérieur. Peut-être que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive dans votre vie. Des problèmes apparaissent, des personnes déçoivent, des plans changent. Mais vous pouvez toujours décider comment interpréter ce qui est arrivé. Lorsque vous apprenez à contrôler le jugement, les petits problèmes cessent de dominer votre journée. Les critiques cessent de définir qui vous êtes. Les obstacles cessent de sembler la fin de l'histoire. Vous commencez à regarder chaque situation avec plus de clarté, plus de maturité et plus de force. Et alors vous percevez quelque chose de libérateur. La paix ne naît pas du contrôle du monde, elle naît de l'apprentissage à gouverner sa propre pensée. Voilà le véritable entraînement. Ce n'est pas éviter les difficultés, c'est ne pas livrer votre esprit à elles, parce qu'au moment où vous comprenez cela, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous cessez d'être quelqu'un qui réagit simplement à la vie et vous commencez à devenir quelqu'un qui décide comment vivre chaque situation rencontrée sur son chemin. Habitude 6. Vivez le présent. Seul le temps nous appartient, rien d'autre n'est réellement à nous. Nous ne contrôlons pas ce qui est déjà passé, et nous ne contrôlons pas non plus tout ce qui viendra encore. Le seul territoire où la vie se produit réellement est cet instant devant vous. Et pourtant, la plupart des gens vivent loin de lui. Une partie de l'esprit reste prisonnière du passé, en train de revivre des erreurs, de reconstruire des conversations qu'elle aurait aimé conduire autrement, d'imaginer des chemins qu'elle n'a pas suivis. L'autre partie vit dans le futur, en anticipant des problèmes, en essayant de prévoir des scénarios, en imaginant tout ce qui peut mal tourner. Et pendant que cela se produit, quelque chose d'important se perd. Le seul moment réel de la vie passe sans que vous soyez vraiment à l'intérieur de lui. Pensez au nombre de fois où vous avez déjà vécu cela, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, mais votre esprit est prisonnier de quelque chose qui s'est passé hier. Vous êtes assis à table, mais vous êtes déjà inquiet de ce qui pourrait arriver demain. Le corps est ici, mais l'esprit erre entre deux endroits qui n'existent pas. Ce qui est déjà terminé et ce qui n'est pas encore arrivé, cette habitude demande un prix élevé. Quand l'esprit vit dans le passé, il nourrit le regret. Quand il vit dans le futur, il nourrit l'anxiété. Et quand il passe trop de temps dans ces deux endroits, la vie commence à sembler trop lourde. Les stoïciens ont compris cela il y a plus de 2000 ans. Mais ils traitèrent le présent d'une manière très directe. Pour eux, ce n'était pas une idée abstraite, ni une technique de relaxation, c'était une question de logique. Si le passé est déjà terminé et que vous ne pouvez pas le modifier, souffrir à cause de lui, c'est continuer à lutter dans une bataille qui est déjà finie. Si le futur n'est pas encore arrivé, et peut-être qu'il n'arrivera même pas de la manière dont vous l'imaginez, souffrir à cause de lui, c'est payer à l'avance pour des problèmes qui pourraient ne jamais exister. Marc Aurèle a écrit dans son journal une phrase courte, presque comme un ordre pour lui-même. « Limite-toi au présent ». Ce n'était pas une invitation à se détendre, c'était un rappel de pouvoir. Parce que seulement dans le présent vous pouvez agir, seulement dans le présent vous pouvez choisir, seulement dans le présent vous pouvez changer quelque chose. Le passé peut enseigner, le futur peut orienter, mais seul le présent transforme. C'est ici que cette habitude commence. Lorsque vous remarquez que votre esprit est prisonnier de quelque chose qui est déjà passé ou perdu dans quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, faites une pause et demandez-vous avec honnêteté, mon esprit est-il dans le passé ou dans le futur? Cette question simple vous ramène déjà ici. Vous n'avez pas besoin de vous critiquer, ni de lutter contre vos pensées. Reconnaissez simplement cela et revenez. L'esprit humain est agité. Il saute de souvenir en souvenir, d'inquiétude en inquiétude, sans entraînement. Il court dans toutes les directions. Entraîner la présence, c'est apprendre à le ramener, encore et encore, vers le seul moment qui existe réellement. Et lorsque vous commencez à faire cela, les conversations deviennent plus vraies. Parce que vous écoutez vraiment, les décisions deviennent plus claires. Parce que votre esprit n'est pas divisé entre 1000 scénarios et les petites expériences de la vie retrouvent leur valeur. Parce que vous êtes enfin présent pour les vivre. La plupart des gens passent leur vie entière distraits entre hier et demain. Mais la vie ne se produit jamais dans ces endroits, elle se produit maintenant. Parce que dans le moment où vous êtes réellement présent,
Vous n'essayez pas de tout contrôler, vous êtes simplement en train de vivre. Et vivre pleinement le présent est peut-être l'une des façons les plus profondes de récupérer votre propre vie. Habitude 7. Choisissez votre environnement avec sagesse. Sénèque a été direct à propos de quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment encore. Les personnes qui vous entourent façonnent ce que vous devenez. Que vous le remarquiez ou non, une partie de ce que vous pensez, croyez et faites naît de l'environnement dans lequel vous vivez. Sénèque a résumé cela d'une manière simple et puissante. La fréquentation façonne le caractère. Nous sommes profondément sociaux. Le cerveau humain possède quelque chose que l'on appelle les neurones miroirs, un système qui nous pousse à reproduire des comportements que nous voyons fréquemment. Cela signifie que, sans vous en rendre compte, vous commencez à copier le modèle des personnes autour de vous. Vous copiez leur niveau d'ambition, la manière dont elles gèrent les problèmes, vous copiez la manière dont elles traitent les autres et, peu à peu, vous commencez à copier la façon dont elles regardent leur propre vie. Le plus curieux est que cela se produit presque sans que vous le remarquiez. Personne ne décide consciemment d'imiter quelqu'un, mais lorsque vous passez suffisamment de temps dans un environnement, votre esprit commence à s'ajuster à ce modèle. C'est pour cela que les stoïciens étaient extrêmement attentifs aux compagnies qu'ils choisissaient. Ils savaient que l'environnement est l'une des forces les plus puissantes qui façonnent le caractère humain. Lorsque vous passez du temps avec les personnes les plus proches de vous, qu'est-ce qui grandit dans votre esprit? L'envie de vous améliorer ou l'envie d'abandonner? Parlez-vous d'idées, de projets et de possibilités? Ou passez-vous des heures à répéter des plaintes, à juger les autres et à renforcer le sentiment que rien ne vaut la peine? Cette différence semble petite, mais elle change toute la direction d'une vie. Imaginez quelqu'un qui vit tous les jours avec des personnes qui parlent de responsabilité, de discipline et de construction. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vit quotidiennement avec de plaintes, de critiques et de frustrations. Avec le temps, ces deux personnes commencent à voir le monde de manière complètement différente, parce que l'environnement crée quelque chose d'invisible, mais de puissant, un climat émotionnel. Et vous respirez ce climat tous les jours. C'est pourquoi le principe stoïcien n'est pas d'éliminer toutes les personnes imparfaites. Cela serait impossible. Le véritable principe est l'intentionnalité. Cela signifie choisir consciemment où vous placez votre temps, votre attention et votre énergie. Cela signifie vous rapprocher davantage des personnes qui vous mettent au défi de grandir, des personnes qui réveillent le meilleur qui existe en vous. Et en même temps, apprendre à protéger votre esprit des environnements qui vous tirent vers le bas. Marc Aurèle se rappelait à lui-même quelque chose d'essentiel. L'âme se colore de la couleur de ses pensées. Mais il existe un détail que beaucoup de gens oublient. L'environnement influence directement ses pensées. Si vous passez la plus grande partie de votre temps dans des endroits dominés par la plainte, la peur et la médiocrité, votre esprit commence à absorber ce ton, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes humain. Sénèque mettait aussi en garde contre cela lorsqu'il parlait des foules. Il disait qu'après avoir passé trop de temps dans des environnements dominés par les vices et les excès, il remarquait quelque chose de curieux en lui-même. Il devenait plus enclin aux mêmes faiblesses qu'il voulait éviter. Non pas parce que ses valeurs avaient changé, mais parce que l'environnement est contagieux. C'est pourquoi choisissez avec soin l'endroit où vous vous placez. Cela ne signifie pas s'éloigner du monde. Cela signifie ne pas permettre à n'importe quel environnement de façonner ce que vous êtes en train de devenir. Parfois, le changement le plus puissant n'est pas la force de volonté, c'est la position. C'est sortir d'un environnement qui vous affaiblit et vous rapprocher d'un environnement qui renforce la personne que vous voulez être. Passez plus de temps avec ceux qui vous inspirent. Apprenez de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous voulez suivre. Protégez votre esprit des environnements qui drainent votre énergie. Parce qu'à la fin, la question décisive n'est pas seulement qui vous voulez devenir. La vraie question est celle-ci. L'environnement dans lequel vous vivez aujourd'hui aide-t-il ou empêche-t-il cette transformation? Lorsque vous commencez à répondre à cette question avec honnêteté, vous cessez de traiter votre énergie comme quelque chose de bon marché et vous commencez à la traiter comme ce qu'elle est réellement. Une ressource précieuse qui décide de la direction de votre vie. 8e habitude. Indifférence sélective. Il existe une erreur silencieuse qui vole l'énergie de beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Réagir à tout. Une opinion sur les réseaux sociaux, un commentaire au travail,
une nouvelle faite pour provoquer l'indignation, une comparaison qui apparaît sans que vous vous en rendiez compte. Rien de tout cela ne semble grand lorsqu'on le regarde isolément. Mais lorsque votre esprit répond à tout comme si c'était urgent, quelque chose d'inévitable se produit. Vous perdez de la force pour ce qui compte vraiment. Votre énergie émotionnelle, qui pourrait être utilisée pour construire votre vie, finit par être consommée par des choses trop petites pour mériter une place dans votre esprit. Et c'est l'un des plus grands défis aujourd'hui. Nous vivons dans un environnement conçu pour provoquer des réactions. Les nouvelles sont faites pour indigner. Les réseaux sociaux sont construits pour générer de la comparaison. Et beaucoup de personnes, parfois sans s'en rendre compte, testent vos limites avec des critiques, des provocations ou des commentaires inutiles. Si vous réagissez à tout cela, votre esprit ne se repose jamais. Mais il existe une capacité qui brise ce cycle, et les stoïciens en parlèrent déjà il y a plus de 2000 ans. L'indifférence sélective. L'indifférence sélective n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas s'éloigner de la vie. C'est quelque chose de bien plus puissant. Choisir consciemment ce qui mérite votre attention émotionnelle, parce qu'il existe une vérité simple qui change tout. Tout ne mérite pas votre réponse. Tout ne mérite pas votre indignation. Tout ne mérite pas votre inquiétude. Tout ne mérite pas une place dans votre esprit. Épictète a compris cela d'une manière radicale. Il est né esclave. Sa vie était entre les mains d'autres personnes, qui pouvaient décider presque tout pour lui. Et malgré cela, il a écrit quelque chose qui a traversé les siècles. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Ce qui vous blesse réellement n'est pas l'événement lui-même, mais le poids émotionnel que vous décidez de lui donner. Une insulte, par exemple, n'a pas de force propre. Elle ne gagne de force que lorsque vous acceptez de la porter dans votre esprit. L'insulte d'un sot a exactement le poids que vous décidez de lui donner, et comprendre cela, c'est récupérer sa propre liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures parfaites, elle dépend seulement de la manière dont vous choisissez de réagir. C'est ici que naît l'habitude de l'indifférence sélective. Avant de réagir à quelque chose qui éveille une émotion forte, faites une pause et demandez-vous « Cela mérite-t-il vraiment mon énergie ? Cela va-t-il améliorer quelque chose dans ma vie ? Cela va-t-il aider quelqu'un ? Cela va-t-il changer quelque chose de réel ? Ou suis-je simplement en train de réagir parce que j'ai été provoqué ? Cette petite pause change votre réponse. Si vous vous posez cette question avec honnêteté, elle apporte une prise de conscience. La plupart des choses qui vous irritent ne méritent tout simplement pas votre attention. Ce sont des distractions. Et lorsque vous cessez de réagir à ces distractions, votre esprit récupère de l'espace. De l'espace pour mieux penser, de l'espace pour agir avec plus de clarté, de l'espace pour construire quelque chose de plus grand. Marc Aurèle a vécu cela à un niveau extrême. Il gouvernait l'Empire romain, l'un des plus grands pouvoirs de l'histoire, et malgré cela il était critiqué et haï par beaucoup de personnes. Mais au lieu de gaspiller de l'énergie à répondre à chaque attaque, il a écrit « La meilleure réponse à une offense est de ne pas devenir semblable à celui qui l'a commise. » Il ne cherchait pas à gagner des discussions inutiles, il continuait simplement à agir selon ses valeurs. Et imaginez un instant l'impact de cette attitude dans votre vie. Combien d'heures d'inquiétude disparaîtraient si vous cessiez de répondre à tout? Combien de paix reviendrait dans votre esprit si vous cessiez de chercher l'approbation de personnes qui ne connaissent même pas toute votre histoire? L'indifférence sélective est cela, ce n'est pas ignorer la vie, c'est protéger votre énergie pour ce qui construit réellement votre vie. Parce qu'au fond, la maturité émotionnelle n'est pas de bien réagir à tout, c'est de savoir exactement à quoi ne pas réagir. Lorsque vous apprenez cela, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous cessez d'être tiré par le monde et vous commencez enfin à conduire votre propre esprit. 9e habitude. Accueillez l'adversité comme un professeur. Marc Aurèle a laissé une idée qui change complètement la manière de voir les problèmes. L'obstacle à l'action fait avancer l'action elle-même. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. La question n'a jamais été de savoir si l'adversité va arriver. Elle arrive pour tout le monde. Tôt ou tard, la vie place quelque chose sur votre chemin. Un plan qui ne fonctionne pas, une période difficile au travail, une relation qui se termine, un moment où tout semble plus lourd que vous ne l'aviez imaginé. Le point décisif n'est pas l'obstacle, c'est l'attitude que vous adoptez lorsqu'il apparaît.
Beaucoup de gens entrent dans un effondrement émotionnel, passent des mois à revivre ce qui s'est passé, à demander pourquoi cela leur est arrivé, à imaginer comment tout aurait pu être différent. Mais il existe une autre possibilité, et c'est ici que commence la mentalité stoïcienne. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous commencez à poser une question bien plus puissante. Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Cela ne signifie pas romantiser la douleur, ni prétendre que les difficultés ne font pas mal. L'idée est de comprendre que toute adversité produit quelque chose en vous. La seule question est celle-ci, va-t-elle produire de l'usure ou de la croissance? C'est pour cela que les stoïciens insistaient tant sur l'entraînement de l'esprit avant que l'adversité n'arrive, parce que lorsque la difficulté apparaît, elle ne révèle pas qui vous aimeriez être, elle révèle qui vous vous êtes entraîné à être. Il existe une métaphore ancienne qui explique cela simplement. Les muscles ne grandissent que lorsqu'ils affrontent de la résistance. L'or ne se purifie que lorsqu'il passe par le feu, et le caractère humain ne mûrit que lorsqu'il traverse une pression réelle. Sénèque a résumé cette mentalité d'une manière extraordinaire. Je ne demande pas au Dieu de me libérer des difficultés. Je demande seulement la force de les supporter. Remarquez la différence. Ce n'est pas quelqu'un qui demande une vie facile. C'est quelqu'un qui demande de la force pour grandir à travers la vie. Et c'est exactement ici que naît cette habitude. Lorsque quelque chose de difficile arrive, changez la question. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Qu'est-ce que cela peut construire en moi ?» Ce changement n'élimine pas la douleur, mais il change complètement le rôle de la douleur dans votre vie. Elle cesse d'être seulement de la souffrance et commence à devenir une matière première pour la croissance. Les personnes les plus sages que vous avez rencontrées sont rarement celles qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont presque toujours celles qui ont traversé des pertes, de la pression, des échecs et des moments difficiles. Mais elles ont fait quelque chose de différent. Elles n'ont pas été détruites par l'adversité. Elles ont été sculptées par elle. Peut-être est-ce exactement ce que la vie essaie de faire avec vous en ce moment. Alors souvenez-vous de la phrase de Marc Aurèle. Ce qui se trouve sur le chemin n'empêche pas d'avancer. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Et souvent, le moment qui semble le plus difficile de votre vie est justement le point où vous commencez à devenir plus fort que vous ne l'avez jamais été auparavant. Ces 10 habitudes ne vont pas transformer votre vie en une semaine. Aucune habitude réelle ne fait cela. Les changements profonds n'apparaissent pas soudainement. Ils commencent discrètement et ne révèlent leur force que lorsque vous regardez en arrière et que vous remarquez que vous ne réagissez plus comme avant. Si vous pratiquez ces idées tous les jours, quelque chose commence à changer, d'abord lentement, puis de manière claire. Vous réagissez moins et vous commencez à répondre avec intention. Vous vous inquiétez moins de ce que vous ne contrôlez pas et vous agissez davantage sur ce qui dépend réellement de vous. Vous vous plaignez moins. Vous apprenez davantage de chaque difficulté. Et peu à peu, vous cessez de dépendre autant des circonstances pour vous sentir en paix avec vous-même. C'est le type de changement que le stoïcisme propose. Il ne promet pas une vie sans douleur. Il promet quelque chose de mieux. Une vie dans laquelle la douleur ne gouverne pas vos décisions. Une vie dans laquelle vous n'êtes pas défini par ce qui vous arrive, mais par la manière dont vous décidez de répondre. La véritable liberté se trouve dans les choix quotidiens. Exactement comme vous êtes et exactement là où vous êtes. Le stoïcisme n'est pas né dans des temps idéaux. Il est apparu au milieu des crises, des guerres, des pertes et de l'instabilité. Il a été créé pour fonctionner dans le monde réel. C'est pour cela que ses pratiques sont si directes. Séparez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous. Valorisez ce que vous avez tant que vous l'avez. Agissez selon vos valeurs. Protégez vos pensées. Vivez dans le présent. Choisissez bien vos compagnies. Affrontez l'adversité avec dignité. Et ne gaspillez pas votre énergie avec ce qui ne mérite pas votre attention. Ce sont 2000 ans de sagesse résumés en pratiques simples, des pratiques que vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites, vous avez seulement besoin de commencer. Si l'une des idées de cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.